Donc, bienvenue. Et tout d'abord, avant de lui donner la parole, je vais introduire le prochain Midi Minatech. Et ce qu'il y a, c'est que en fait, on va avoir deux présentations aujourd'hui et celle de la semaine prochaine qui ne sont pas complètement indépendantes. Elles sont indépendantes, mais elles traitent presque d'un sujet un peu commun, qui sont les microalgues. La semaine prochaine, ce sera le phytoplancton marin. Et je ne sais pas si vous savez, mais le phytoplancton marin consomme autant d'oxygène, de CO2, oh là là, autant de CO2 que les forêts tropicales. Et la question à laquelle va essayer de répondre Giovanni Finazzi, que nous allons avoir le plaisir d'accueillir, ce sera de savoir si ce micro-organisme fonctionne comme un moteur, un véhicule hybride solaire, c'est-à-dire avec des panneaux solaires et puis une partie qui est un moteur à combustion. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on va aussi s'intéresser à des microalgues avec Éric Maréchal, qui va nous parler donc du projet dont il est coordinateur, le projet Alpes Algois. Il va aussi parler de microalgues, mais dans un océan un peu particulier. Et je vais lui laisser la parole pour qu'il nous en parle plus facilement. Alors, les deux personnes, donc Éric Maréchal et Giovanni Finazzi, sont du même laboratoire, des chercheurs CNRS du même laboratoire mixte CEA-CNRS, le laboratoire physiologie cellulaire et végétale de l'Institut IRIG de la division de recherche fondamentale au CEA. Eh bien, Éric, la parole est à toi. Merci beaucoup, Amal. Bonjour à tous. Donc, c'est un plaisir de pouvoir présenter ce travail qui va nous occuper pendant les années qui vont se dérouler devant nous au Midi Minatech. Donc, le titre, c'est Des algues dans la neige, un océan méconnu de nos montagnes. Je m'appelle Éric Maréchal, je suis directeur de recherche au CNRS. Et venant d'un laboratoire dont vous avez le logo sur la présentation, le LPCV, Laboratoire de physiologie cellulaire et végétale, qui est sur le campus CEA. C'est une unité mixte CEA, CNRS, INRAE et Université Grenoble-Alpes. Donc les objectifs que je me suis donnés pour ce midi, c'est d'une part de vous emmener aux sources des connaissances. Alors, sans vous faire un digeste comme le ferait Wikipédia, et on en reparlera un petit peu plus tard, sur ce que l'on sait sur les algues dans la neige. Et puis, aux sources de notre travail, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? Donc, c'est un projet qui implique plusieurs laboratoires, et je vous en parlerai, et qui a commencé maintenant il y a 4 ans. Et puis, j'ai une troisième ambition, c'est de vous changer. On va faire une expérience. Je vais voir si j'arrive à vous changer. Et on verra ça à la fin de cette présentation. Alors, tout d'abord, la science, pour dire la connaissance, la science, ça change notre rapport au monde. Si vous allez au bord de l'océan, que vous prenez de l'eau entre vos mains, vous voyez de l'eau. Si vous allez dans une rivière, vous voyez de l'eau. Si vous allez dans un lac, vous voyez de l'eau. Mais vous êtes instruit. Et vous savez que dans cette eau, il y a un très grand nombre de micro-organismes. Alors cette diapositive, c'est un montage qui est fait à partir des magnifiques images qui ont été faites par l'expédition Tara Océan, qui sillonne le monde et qui collecte des informations très importantes sur la biodiversité marine. Et voilà, vous avez ces magnifiques organismes qui peuplent l'eau. Et de cette instruction, lorsque vous allez vers l'océan et que vous prenez de l'eau, vous savez que ce n'est pas simplement de l'eau, vous avez une vie à l'intérieur. Donc cette vie, si vous y êtes sensible, vous la respectez. Et si vous voulez vous laver les mains et mettre du savon, vous n'irez peut-être pas le mettre directement dans la rivière ou dans le lac ou dans l'océan. Si vous allez vider votre huile de vidange, vous n'allez probablement pas le faire à cet endroit-là, parce que votre connaissance, cette science vous a éveillé à quelque chose et a changé votre rapport à ce milieu qui se présente à vous et dans lequel vous avez des loisirs. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à l'esprit lorsque vous voyez de la neige? Donc là, voilà, vous avez une image de quelqu'un qui prend de la neige.
Peut-être que ce que vous avez à l'esprit, ce sont deux choses. La première, ce sont ces magnifiques flocons de neige, qui sont des cristaux de glace avec des formes très très belles. Donc ça peut aussi éveiller votre esprit esthétique. Et puis vous avez peut-être aussi en tête, là vous avez une photo d'un canon à neige qui se trouve à la station de Champs-Rousse. Vous avez peut-être aussi à l'esprit que de la neige, ça peut tomber du ciel, mais c'est aussi de la neige artificielle. Finalement, la neige, tout ça, ce n'est que de l'eau sous forme de glace et c'est blanc. Alors, voyageons un petit peu dans le temps, allons aux sources des connaissances qui font que on sait maintenant que ce n'est pas que simplement cela et qu'il y a des êtres vivants à l'intérieur de la neige. Pour cela, eh bien, la chose qui a attiré l'attention et qui fait qu'on commence à réfléchir à ce qui habite la neige, c'est l'apparition des neiges rouges. Donc là, j'ai appelé ça les intrigantes neiges rouges. Et allons aux sources. Alors, si vous allez sur Internet, vous allez chercher neige rouge, vous allez chercher les sources, et vous allez voir que c'est connu depuis Aristote. Alors moi, je suis allé voir différentes sources au cours du temps. Et c'est ce que je vais vous présenter ici. On va prendre un petit peu le temps. Alors, n'ayez pas peur, il y a des textes. On va pas les lire en entier, mais j'ai essayé de souligner des choses importantes. Alors, Aristote, il est né en 384 et il est mort en 322. Donc, comme c'est avant notre ère, enfin avant l'année 0, les choses se comptent à l'envers. Il est né en moins 384. Et il a écrit un ouvrage très important qui s'appelle l'Histoire des animaux. Aristote, c'est une époque, si jamais on fait le voyage dans le temps, c'est une époque où les chercheurs sont des personnes complètes, des personnes généralistes et qui essaient de se spécialiser, mais des personnes complètes. C'est le temps où la philosophie n'était pas séparée de la science et où la science n'était pas séparée de la médecine, où les chercheurs, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les philosophes, avaient cet esprit, cette curiosité extrêmement ouverte. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, il y a eu une scission. Quand on pense philosophe, on pense que c'est des personnes qui sont séparées de la science, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Alors, Aristote, on l'oublie beaucoup, c'est l'ancêtre du biologiste moderne. Alors, on l'oublie parce qu'il a dit des choses, il a été très grand observateur, il a dit des choses qui ont été critiquées. Il a cru que l'univers tournait autour de la Terre, il était géocentriste. Il a cru que l'âme était dans le cœur, mais dans le sens d'Aristote, l'âme, c'est ce qui anime. Alors, en latin, c'est anima, c'est ce qui anime. Et il a cherché la cause première de ce qui anime le vivant, et c'est sûr que dans le cœur, on a quelque chose qui anime le vivant. Il a aussi cherché l'âme dans les végétaux. Donc, il faut vraiment, c'est un contresens que de relire Aristote comme ça. Donc, voilà, il a différentes choses qui ont discrédité son travail lorsqu'il est réduit en quelques lignes. Donc là, moi, je vous ai apporté les sources. Donc ici, c'est l'histoire des animaux, c'est le premier tome de la traduction de 1783 par quelqu'un qui s'appelle Armand Camus. Et Armand Camus, bien sûr qu'il détecte toutes ces erreurs d'interprétation, mais il dit, et c'est ce qui est indiqué sur cette diapositive, l'état des sciences au siècle d'Aristote, eh bien le monde nouveau que le microscope a créé pour nous n'existait pas pour lui. Donc, il est extrêmement admiratif, et moi aussi, je suis très admiratif. Hein, je l'ai lu. C'est un ouvrage remarquable de curiosité, de synthèse, d'analyse sur le monde vivant animal. Malheureusement, Aristote a écrit un livre sur les plantes qui a disparu. Donc, moi, qui suis plutôt botaniste, je n'ai pas la chance de connaître ce qu'il a pu écrire là. Et comme tout scientifique, il avait accès à ce que lui voyait, ce qu'il a disséqué, ce qu'il a observé, et puis des propos rapportés. Et comme tout scientifique qu'on voit aujourd'hui, quand ça lui est rapporté, il le dit. On m'a dit que, il paraît que, des témoins oculaires ont dit que. En revanche, quand c'est quelque chose où il dit on sent ceci, quand on ouvre, on voit cela, c'est son expérience personnelle. Alors l'histoire des animaux, moi je suis pas helléniste, donc c'est écrit en grec. Il y a une traduction d'Armand Camus, mais Armand Camus utilise des termes qui sont un petit peu qu'on peut questionner aujourd'hui. Donc la traduction que je vous propose, c'est celle qui est plus ancienne, celle de Jules César Scaliger en 1619. Et voilà, et Aristote emploie le terme larve pour décrire ce qu'il a vu dans la neige.
Alors, il y a une troisième chose qui a discrédité Aristote, c'est que quand il voyait les animaux apparaître et qu'il n'arrivait pas à voir d'où ils venaient, quand il voyait que ça venait d'une copulation entre animaux, il avait tout à fait conscience qu'il y avait ce phénomène, et sinon il avait la génération spontanée. Donc c'est la troisième chose qu'il a discrédité dans ses interprétations. Mais après, il faut remettre ça dans le contexte. Donc, il dit car il y a des animaux jusque dans les substances qui sembleraient pourtant être les moins corruptibles. Ainsi, il y en a dans la vieille neige. En vieillissant, la neige devient de plus en plus rouge, et de là vient que les larves qu'elle contient sont rouges aussi, en même temps qu'elles sont velues. Voilà, donc des larves rouges et velues. Alors après, on voit des animaux jusque dans le feu, et là, il dit que c'est des propos rapportés. Il paraît que, etc. Du reste, ces larves et ces animaux cessent de vivre si on les tire les uns du feu, les autres de la neige. Donc on a des organismes qui finalement ne sont pas cultivables. En tout cas pour Aristote. Alors moi, je me suis posé la question, je suis un chercheur, mais où est-ce qu'il a bien pu voir de la neige? Je me suis dit, voilà, il est en Grèce. La Grèce antique, c'est pas comme la Grèce d'aujourd'hui. Hein. Quand on pense à la Grèce d'aujourd'hui, on pense au pays. Si on était dans l'Antiquité, la Grèce, eh bien, c'est la mer Égée, c'est-à-dire un océan circulaire entouré de côtes. Et Aristote, il est né après Platon. Platon, à Athènes, avait déjà créé l'Académie. L'Académie, il faut imaginer ça comme un gymnase, on entretient son corps, c'est comme une université et puis comme un centre de recherche, on fait des expériences. Et comme Aristote, c'est un personnage complet qui se regarde lui, qui fait de l'introspection, qui regarde le monde et qui est curieux et aventurier. Alors, Aristote est né à Stagyre en 384, c'est le point 1. On l'appelle le Stagérite, c'est la Macédoine, c'est un métèque pour Athènes, c'est-à-dire un étranger qui a droit de vie. Vers 11 ans, il est orphelin de père. Il part en Mysie, donc dans le nord de l'Anatolie, qui est aujourd'hui la Turquie. Et puis, à 20 ans, il arrive à l'Académie, et là, il est à l'Académie de Platon. Il y est bon étudiant, il va réfléchir différemment. Et puis, j'ai souligné la mort de Platon. En 347, Platon meurt. Et c'est au même moment, Aristote doit partir. Donc on pense qu'il y a un petit souci politique ou qu'il y a quelque chose qui fait que Aristote est parti. Et il retourne en Anatolie. Et là, c'est le point 4. Et là, il tourne un petit peu et il rencontre quelqu'un d'extrêmement important pour les botanistes. C'est Théophraste. Théophraste, très peu connu, mais lui, il a écrit un livre qui s'appelle « Recherche sur les plantes ». Alors après ça, quand il était en Anatolie, il était très connu. Et Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, qui était en pleine hégémonie, en pleine conquête de ce monde grec, l'a invité à devenir précepteur d'Alexandre le Grand. Donc c'est un chercheur qui a été envoyé par l'État, par son mode de financement, c'était ça. Et il a été en effet précepteur d'Alexandre, et on pense qu'Alexandre lui a amené des animaux par les chasses ou par ses voyages. Il a connu comme ça les éléphants, etc. Et puis, donc ça c'est le point 5. Le point 6, Aristote arrive à Athènes et il crée le lycée. Donc une autre académie, une autre forme d'académie. C'est aussi un endroit où on pratique où on a des activités sportives. C'est aussi un endroit où on fait de la recherche, on dissèque et on fait de l'enseignement. À la mort d'Alexandre le Grand, c'est souligné en 323, un Macédonien meurt, Aristote est macédonien. Visiblement, il y a un trouble au niveau d'Athènes, au niveau des métèques, donc Aristote doit de nouveau partir. Et là, il va à Chalcis et c'est jusqu'à sa mort. Alors, où a-t-il écrit l'histoire des animaux? C'est les petits points jaunes. Il a écrit ça juste après être passé à Athènes. Au moment où il a été, son premier passage à Athènes, au moment où il a été recruté par Philippe II de Macédoine. Donc voilà, les points jaunes, c'est là où Aristote a écrit l'histoire des animaux. Où a-t-il vu de la neige rouge? Alors, moi, je ne connais pas bien la Grèce, mais je suis chercheur, donc je cherche. Donc je me dis, il faut que je développe une stratégie pour savoir. Alors la stratégie que j'ai prise, j'ai regardé les domaines skiables en Grèce.
et puis aussi en Anatolie. Donc, il y a 24 domaines skiables en Grèce. Et puis, à proximité des endroits où s'est trouvé Aristote, eh bien, il y a le mont Parnasse qui fait 2460 mètres et le mont Olympe qui fait 2917 mètres. Eh bien, ça, c'est compatible avec voir des neiges rouges. Donc, je suppose qu'Aristote, le plus vraisemblable, ça doit être au mont Olympe, a vu des neiges rouges à ces endroits-là. Je vous rappelle, l'arbre rouge velu non cultivable. Alors, on va faire un voyage dans le temps. Là, on est en moins 300 quelque chose et on va aller en 1700 quelque chose. On va faire un voyage de 2000 ans. Et au passage, le microscope est inventé. On pense que c'est Galilée, vers 1600, mais on n'en a pas de certitude. Et on va prendre un personnage connu dans le coin. Donc, c'est Horace de Saussure, ici à Chamonix, qui arrive en 1760. Et qui arrive à 20 ans à Chamonix et qui est fasciné par le Mont Blanc et il veut qu'on l'y emmène. Il y sera, il ne sera pas le premier, mais il sera probablement le deuxième ou le troisième à monter en haut du Mont Blanc. Mais dès 1760, il a observé des neiges rouges et il le consigne dans un ouvrage publié en 1786, que voici, un magnifique ouvrage. Et lui aussi, il fait de l'introspection, il regarde il regarde comment est-ce qu'il fait ses pulsations cardiaques quand il monte en montagne. Enfin, il fait voilà. Et là, il dit lorsque je montais pour la première fois sur le Brévent en 1760, ces pentes étaient encore couvertes de neige en différents endroits. Je fus très étonné de voir leur teinte sur place d'un rouge extrêmement vif. Après, il regarde, il voit que c'est de la poudre, que c'est mêlé à la neige. Et puis voilà, et puis il pense que c'est produit par la neige. L'année d'après, il arrive, je retournais au Brévent, j'y trouvais la même quantité de cette neige, je remplis un grand mouchoir. Et donc ensuite, il va regarder ce que c'est, il fait tout un tas d'expériences, il les brûle, et en brûlant, donc ça c'est ce qu'il dit, je l'essayais alors au chalumeau, et ça fait une odeur d'herbe brûlée, il en déduit que c'est végétal. Donc, il en déduit que c'est végétal, il regarde, il pense que ça ressemble à des poussières d'étamine, ce qui en anglais s'appelle farina, des spores, donc des spores, ça ressemble à du pollen, et il se pose la question, est-ce que le soleil qui lui donne cette couleur, donc est-ce que la haute exposition à la lumière donne la couleur rouge? On continue, et voilà un autre personnage très important qui est John Ross, le capitaine John Ross, qui a en 1818 fait un voyage au pôle Nord. Alors, John Ross, c'est un capitaine qui a fait les guerres napoléoniennes et puis l'État anglais, au travers de l'amirauté, c'est-à-dire le ministère de la Défense, lui finance une expédition pour trouver le passage nord-ouest entre le Groenland et l'île de Baffin. Donc voilà, il cherche quelque chose entre le Groenland et l'île de Baffin. Et il voit qu'il n'y a pas de passage. Et il appelle ça les Croker's Mountain. Il s'avère qu'il y a un passage. Et quand il est revenu, il a dit il n'y a pas de passage. Il pilotait un bateau, enfin il était capitaine du bateau Isabella. À côté, il y avait un autre bateau qui s'appelait l'Alexander avec quelqu'un qui s'appelle Parry. Parry a dit non, il y a un passage. Quand ils sont revenus, Ross il a dit non, il n'y a pas de passage. Parry est reparti et a découvert le passage en question. Donc aujourd'hui, on pourrait considérer que ce scientifique-là, il aurait dû faire une rétractation. Il a fait une construction, il a fabriqué des résultats. Donc on l'a appelé le Munchausen au pôle Nord. Il a été extrêmement décrié. Bien. Alors il s'avère que, pour ce qui nous intéresse, il avait vu des neiges rouges dans son voyage. Donc là, c'est la traduction de l'ouvrage que je vous ai montré ici, qui est l'ouvrage en anglais de 1818. Il voit des neiges rouges, et ces neiges rouges, donc 5 ou 6 milles plus loin, la neige qui couvrait les rochers présentait un phénomène assez singulier, étant d'une couleur rouge foncé. On envoya quelques officiers sur le rivage et ils rapportèrent une certaine quantité de cette neige. L'opinion générale des officiers qui l'examinèrent au microscope fut que cette matière devait être végétale. Après, ils se posent plein de questions. Alors, ils disent, peut-être que non, c'est plutôt des excréments d'oiseaux qui ont mangé des crevettes rouges. Un peu plus loin, ils se disent, mais c'est peut-être plutôt les œufs, le frai de la petite crevette rouge. Et puis, ils rapportent tout ça en Angleterre et ils le confient à quelqu'un qui s'appelle Wollaston, qui fut chargé d'en faire l'analyse. Et il rentre et il consulte l'encyclopédie de Ray au mot neige et il voit que Saussure,
qui en trouva de semblables sur les Alpes, attribuent aussi cette couleur aux poussières de quelques plantes. Donc là, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer cette représentation de l'époque, donc dessinée et gravée d'après John Ross et mis ensuite en aquarelle. Donc ça, ce sont tout un tas de documents qui peuvent être vus ici, mais qu'on espère pouvoir montrer plus tard. Bien, donc là, on a quelque chose qui semble être une exploration intéressante, malgré le fait qu'il a dit des grosses bêtises sur le passage. Voici encore une autre gravure de l'époque qui montre ces neiges rouges sur la neige. Il rentre, il regarde dans l'encyclopédie. L'encyclopédie, sur le plan de la science, c'est un moment extrêmement fort parce qu'on arrête d'être généraliste, on arrête d'être Aristote. Maintenant, on devient spécialiste. Et l'encyclopédie, c'est l'ancêtre des bases de données, c'est l'ancêtre de votre Wikipédia et de votre Google. Donc, il regarde et il voit que, en effet, Saussure a appelé ça des farinas de certaines plantes. Et quelqu'un qui s'appelle Ramon, qui est en fait Louis Ramon de Carbonnières, qui est un grand spécialiste des Pyrénées, en a aussi trouvé dans les Pyrénées. Et lui, Ramon, il pense que ça vient de la décomposition de certains micas. Alors, ces neiges, il les rapporte, et puis il y a tout un tas de botanistes qui se jettent dessus, ça c'est bien conservé, et ils les analysent. Donc là, vous avez Franz Bauer, qui était à Kew Gardens à l'époque, Karl Adolf Haggard, et puis Augustin Pyramus de Candolle, qui est un autre Suisse. Donc là, par exemple, Augustin Pyramus de Candolle, il dit qu'il il a passé une matinée avec la personne, donc avec le monsieur Wollaston, et il a examiné au microscope la neige rouge du pôle que le capitaine Ross venait de rapporter. Et puis à côté, vous avez la publication de Franz Bauer qui décrit cela comme un champignon qu'on appelle rouille, qui est en fait de nom latin uredo. Donc voilà les dessins qui ont été faits par Franz Bauer. Il appelle ça Uredo nivalis. Et quand on donne une espèce, on met en italique Uredo nivalis. Et puis ensuite, on met le nom de l'inventeur, ici Franz Bauer, et l'année 1819. Et puis quand quelqu'un vient et révise et dit ben non, c'est pas ça, c'est autre chose. Donc Karl Adolf Haggard, qui a dit que c'était plutôt une algue, il l'a appelé Protococcus nivalis. On met le premier inventeur entre parenthèses pour dire que bon voilà, on le reconnaît. On revient se positionner et on met 1824. Donc Augustin Pyramus de Candolle était d'accord. Et puis finalement, Nordan Wille a lui appelé Chlamydomonas nivalis, Franz Bauer entre parenthèses, Nordan Wille. Donc une algue. Et voilà à quoi ça ressemble cette algue, c'est-à-dire quelque chose, une spore rouge avec des petits picots. Et puis voilà. Donc je vous rappelle que Aristote avait appelé ça une larve rouge et velue. Ça a duré pendant 115 ans. Et là, vous avez la page Wikipédia. Je ne vous la lirai pas, la page Wikipédia. Je vous invite à la lire parce qu'elle est fausse. Vous voyez une photo de microscopie électronique où on a manipulé la photo pour qu'elle soit en fausse couleur, pour qu'elle soit rouge. Et puis ensuite, il y a des choses qui sont dites et vous verrez que ce qui est dit sur Aristote est faux. Ce qui est dit, voilà, il y a un ensemble de choses qui sont fausses. La correction vient en 2019. Par nos premières chercheuses de cette présentation aujourd'hui, Lenka Prochaskova et Linda Nedbalova, avec quelqu'un qui s'appelle Thomas Leja qui est à Gólm. Donc les deux chercheuses sont de Prague et elles ont découvert que c'était une autre algue qui s'appelle Sanguina nivaloides. Et vous voyez ici de la neige avec des couleurs. Alors elles en ont vu une qui est plutôt rouge, qui est nivaloides, et puis une qui est plutôt jaune, qui est aurantia, avec une photo de microscopie photonique. Alors, je vais maintenant vous présenter un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Donc ça, c'était le passé. Je suis allé aux sources et essayer de vous raconter l'histoire dans le temps, comment on en arrive là. Et quand on voit la neige rouge, en fait, on voit ce qu'on appelle un bloom, c'est-à-dire un moment où une espèce se met à pulluler plus que les autres. Donc les blooms, ça existe dans les océans, ça se voit par satellite. Vous voyez ces surfaces extrêmement importantes. À chaque fois, c'est une espèce d'algue qui a une couleur particulière. Vous voyez, ça peut être rouge. Vous avez le lac Pavin qui est en bas à gauche, en Auvergne, qui est couvert d'une couleur verte. Et ça, c'est pour les microalgues. Et puis, vous avez aussi des macroalgues. Alors, vous avez actuellement des grandes algues marines, des algues brunes, des algues vertes qui se mettent à pulluler. Donc ça, ce sont des dérèglements qui créent cela.
Et voilà un bloom d'algues des neiges à côté sur une surface qui est à côté du jardin du Lautaret. Donc le jardin du Lautaret, c'est une structure qui se trouve au col du Lautaret, à 2100 mètres d'altitude, qui bouillonne de recherche. Il y a un jardin, mais il y a aussi de la science. C'est peut-être moins connu, et avec beaucoup d'études sur le milieu de haute montagne. Son directeur, c'est Jean-Gabriel Vallée, qui est un vrai militant passionné de la science des montagnes. Et ici, vous avez un collègue, Pascal Salz, qui est en train de regarder cette surface rouge. Et ils ont commencé, quand on a commencé à discuter ensemble pour ce projet, à mettre en place un protocole de collecte. Alors, le changement climatique accélère la fonte des neiges et des glaciers, ça c'est un point. Donc le changement climatique provoque le réchauffement de l'atmosphérique et provoque cette fonte. Mais l'augmentation du CO2 atmosphérique, vous en saurez plus la semaine prochaine avec Giovanni Finazzi, par la photosynthèse est mangée par les algues. Et donc ceci peut provoquer une augmentation des blooms. Pour le moment, on n'en a pas la certitude, mais il faut qu'on le mesure en haute montagne. Ces blooms colorent la neige, et comme ils colorent la neige, ça diminue ce qu'on appelle l'albédo, et donc ça provoque ce qu'on appelle un réchauffement de la neige. Ça, c'est ma vision de biologiste, hein, pardonnez-moi si c'est raccourci comme cela. Et ça accélère encore plus la fonte des glaciers et la fonte des neiges. Donc il y a un vrai enjeu. Donc notre bateau à nous, c'est pas l'Isabella, c'est pas l'Alexander, c'est le projet Alpalga qui rassemble le laboratoire PCV, le jardin du Lautaret, le laboratoire d'écologie alpine, le centre d'études de la neige et puis le centre des géosciences de l'environnement. Donc là-dedans, je vous ai déjà parlé du labo PCV, du jardin du Lautaret. Le LECA, eh bien, c'est notre police scientifique. Ils vont venir, ils vont regarder, chercher l'ADN, voir où étaient les algues. Et puis le centre d'études de la neige et l'Institut de géosciences connaissent la neige, la structure, les impuretés qui s'y trouvent et les effets. Vous avez d'autres collègues qui sont indiqués, et puis Adeline Stewart, qui était co-encadrée par moi-même, Éric Coissac du LECA et Jean-Gabriel Vallée, et qui a fait les premières études qui sont présentées ici, financées par le projet GlycoAlp de l'Université Grenoble-Alpes. Donc les collectes sont engagées depuis 2017 sur différents sites et de façon régulière. Voilà, vous voyez dans la profondeur que ce bloom de neige rouge va assez profond. On collecte dans des tubes. Voilà, on laisse fondre et vous voyez que dans un tube, ça va assez vite. Il y a vraiment beaucoup d'algues qui tombent au fond. C'est ce qu'a vu John Ross, c'est ce qu'a vu Horace de Saussure, c'est ce qu'a vu Aristote. Et à l'intérieur, quand on regarde, voilà, on a des débris et puis on a tout un on a un univers avec des majoritaires qui forment le bloom et puis d'autres algues qui sont vertes. Alors on les cultive, on les pose sur des boîtes de pétri. Et puis on les laisse sur la gauche. Vous voyez, on a déposé nos neiges rouges. Et puis chaque petit point vert, c'est une algue qui se met à pousser. Et puis elle est verte. Elles sont vertes à la base. Alors là, c'est une galerie qui vous présente différentes formes. Vous voyez les algues qui sont vertes, qui peuvent avoir des formes coloniales, qui peuvent avoir des formes unicellulaires, petites, grosses. Et les petits points qui sont cachés derrière, ce sont des bactéries. C'est un vrai écosystème complet. Et donc cet écosystème, eh bien, on le range et on fait une collection. Donc cette collection, on l'a commencée, on l'a purifiée, et là, je vous présente le début de la collection qu'on appelle la collection du Lautaret. Et puis au laboratoire, on manipule ces algues, on essaie de les mettre dans des conditions qui ressemblent aux conditions naturelles et on regarde si elles répondent. Alors typiquement, là, on a des algues en forme de colonies vertes qui, dans certaines conditions environnementales, accumulent des molécules rouges et qui leur donnent cette couleur. Je vous rappelle que Horace Bénédicte de Saussure se posait la question si la lumière était impliquée. Eh bien voilà, ça c'est un des paramètres importants qu'on regarde aujourd'hui. Donc voilà, là je vous ai visiblement juste brossé, juste évoqué les travaux qui commencent. Ici, sur cette photo, vous avez les travaux qui sont faits en parallèle pour comprendre les liens avec le réchauffement climatique et les bouleversements environnementaux. D'où viennent ces algues? Est-ce qu'elles viennent du sol? Est-ce qu'elles viennent de l'air? Est-ce qu'elles ruissellent? Est-ce qu'elles se concentrent? Est-ce que leur concentration change les propriétés chromatiques de la neige? Et comment est-ce que tout cela peut être utilisé pour prédire l'évolution dans le temps? Et est-ce que, au terme du grand bouleversement qui touche les montagnes, ces écosystèmes vont peut-être même disparaître?
Donc voilà le type d'expédition qu'on a commencé à faire. Donc là s'achève ma présentation. Vous avez eu accès aux sources au cours du temps. Vous avez eu accès à des informations qui sont des informations des scientifiques aujourd'hui. Et puis la troisième question que je me posais, c'est est-ce que j'arriverai à vous changer? Donc est-ce que vous regardez maintenant la neige, puisque c'était les intrigantes neiges rouges, mais les neiges rouges finalement, ce sont des conditions particulières, des blooms. Les neiges blanches, c'est avant les neiges rouges et elles sont habitées au même titre que l'eau que vous regardez au bord des océans. Alors, est-ce que vous changez maintenant votre regard sur la neige? Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour suivre les développements de ce projet qui commence à se structurer de façon plus importante sur un site web qui s'appelle alpalga.fr. Le projet, c'est un projet qui est soutenu par l'Agence nationale de la recherche, qui est indiqué ici, et qui a reçu le soutien de la Fondation Kylian Jornet. Donc Kylian Jornet, c'est aussi une personne complète, hein, vous connaissez sa pratique sportive, mais c'est aussi un aventurier qui a un haut niveau de curiosité et qui est très sensibilisé à l'évolution de la montagne et de son environnement actuellement. Et je dois aussi souligner qu'il y a 2 autres fondations qui vont nous accompagner pour explorer cet océan, qui sont la Fondation CNRS et la Fondation UGA. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Eric. Eh bien, écoute, c'était super. Moi, j'ai apprécié. Je pense que les auditeurs auront apprécié ta présentation et ce retour dans le temps et vraiment l'évolution vers aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est? C'est super. Bon, on va passer aux questions. D'ailleurs, je voudrais aussi te remercier de ta disponibilité comme ça au pied levé aujourd'hui pour redonner donner effectivement cette conférence que nous avons dû reporter la semaine dernière. Bien, la première question. Y a-t-il une relation avec les neiges rouges observées suite aux retombées du sable d'Afrique du Nord? Alors, c'est une excellente question parce qu'on se la pose tous. Alors, cette question, elle se pose au niveau des scientifiques, mais elle se pose aussi au niveau des gens qui pratiquent la montagne. Alors, j'aimerais pouvoir vous inviter là Marie Dumont du Centre d'études de la neige pour en parler, parce que c'est une experte internationale de ces impuretés qui arrivent dans la neige suite aux épisodes de vent saharien. Alors, on en a connu cette année qui ont fait ce ciel jaune extrêmement spectaculaire, et puis c'est des épisodes qui arrivent avec une certaine fréquence et qu'on peut prédire par les courants d'air. Hein. Ça colore la la neige parce qu'en fait c'est du sable, et c'est du sable dans des quantités folles. Ce sont des tonnes qui tombent, et ça fait ce saupoudrage sur la neige qui donne cette couleur brune, beige, jaune. Voilà. Ce n'est pas la même chose que les algues. Donc, ce que j'espère qu'on pourra vous montrer au cours du temps de ce projet, et puis qu'on pourra vous présenter de façon régulière, c'est la différence qu'il peut y avoir entre ce que vous pouvez voir quand vous vous promenez en montagne, qui est du sable et avec un faciès, avec une façon de se déposer qui est particulière, et ce qui est des neiges rouges, qui est un phénomène indépendant et qui pousse. Ça pousse dans la neige et ça a cette espèce d'aspect matelassé. Et voilà, donc on peut confondre quand on n'a pas l'habitude, mais quand on a l'habitude, du premier coup d'œil, on voit ça c'est du sable, ça c'est de la neige, neige rouge avec des algues. Alors sur cette neige rouge, on a justement les 2 questions, le sable, etc. On a plusieurs questions qui sont liées, donc on va les enchaîner. J'en ai 2. De nouveau dans le même registre. Lorsque l'on voit de la neige rouge, on pense souvent à un effet du sirocco. Comment peut-on faire la différence? Voilà, donc ça, il faudrait vous montrer des images. Donc sur le site web que je mentionne, alpalga.fr, on a l'intention de mettre des espaces pour pouvoir faire de la pédagogie sur cet océan. Et puis sur ce qui lui arrive. La neige, en fait, la neige blanche, hein, c'est la neige idéale. C'est celle qu'on aime voir. Quand on a de la neige noire, on la dit sale.
Quand on la voit d'une autre couleur, on a dit sale. Ce n'est pas une question de propreté ou de saleté. Quand vous avez du vert sur le sol, ce n'est pas sale. Quand vous avez de l'herbe qui pousse en ville sur le trottoir, ce n'est pas sale. C'est la vie. Et là, c'est un milieu. Quand vous avez du sable dans la neige, quand vous avez des impuretés dans la neige, eh bien, c'est un état de la neige. Et donc, ça, c'est quelque chose notre instruction, quand je disais, on va changer je vous propose de changer votre rapport, c'est de mieux connaître la montagne, c'est de mieux connaître cet environnement que vous pratiquez peut-être. Très bien. Alors, la dernière question, je crois toujours. Oui, d'où viennent les germes de ces algues? Alors, d'où viennent les germes? Alors, ça, c'est la grande question. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Les surfaces qui sont colorées sont sur des kilomètres carrés et des kilomètres carrés et des kilomètres carrés. Quand on y va, on peut être surpris par l'ampleur. Donc, on peut imaginer que c'est un ruissellement qui vient des bords. Après, il faut que ça arrive au cœur des névés. Donc ça, c'est une première chose. On peut imaginer que ça vient du sol parce que certaines de ces algues ont des flagelles qui peuvent se déplacer. Et donc, on peut imaginer que ça monte dans la colonne d'eau interstitielle jusqu'en haut. On peut imaginer que ça vient des spores parce il y a beaucoup d'algues qui se propagent par le vent, que ça vient, donc le vent disperse et puis percole. Si je peux me permettre une petite parenthèse, il y a un document que je ne vous ai pas présenté, parce que sur Internet, on trouve n'importe quoi. Et moi, ce que j'espère, je vous ai montré aujourd'hui les documents originaux parce que la science est basée sur des faits solides, qui contiennent des erreurs, mais sur des faits qui ont été le fruit du travail de collègues scientifiques. Après, il y a des choses, c'est du n'importe quoi. Donc, il y a un ouvrage qui date de 1974, dont je ne vous dirai pas le titre pour ne pas en faire de la publicité, qui dit John Ross a trouvé sur des surfaces folles des spores rouges. Ce sont des poussières d'étamine, ça c'est Saussure qui nous l'a dit, ça vient de plantes, il n'y a pas de plantes, donc il faut qu'il y ait une origine pour ces plantes, c'est la démonstration que la Terre est creuse. Et dans cet ouvrage, c'est un ouvrage du XXe siècle qui utilise cette matière pour alimenter certaines théories que vous connaissez par ailleurs. Donc toute la production scientifique, elle doit être faite sur des liens de confiance entre scientifiques, avec des erreurs. Je vous ai pas parlé tout à l'heure, mais John Ross, quand il est rentré, il a fait sa deuxième campagne. Il a été financé par quelqu'un qui s'appelle Felix Booth, qui avait une marque de jeans. C'est-à-dire, il a été sponsorisé. Donc déjà au XIXe siècle, on sponsorisait le ministère de la Défense. Le lycée d'Athènes était financé par Alexandre le Grand, par l'État. L'académie, on ne sait pas exactement comment c'était financé, mais visiblement par les aristocrates. Donc la science, elle a toute cette complexité et tout son environnement, mais aujourd'hui il n'y a rien de neuf. Voilà, la chose qui est neuve, c'est les réseaux sociaux. Donc il faut retourner à la source. Un des messages importants ici, c'est de retourner à la source des connaissances et retourner au processus scientifique qui fait qu'on a de la connaissance. Mais nous sommes les Aristotes de demain. Aristote a été disqualifié parce qu'il a tenu des conclusions qui étaient fausses. Aujourd'hui, j'en tiens. Tout scientifique a le risque d'être contredit plus tard. Par contre, la matière sur laquelle il fonde ses informations, ses conclusions, c'est ça qui est très important à analyser le plus correctement possible. Merci beaucoup. Bien, on va voir une nouvelle question. Y a-t-il un lien avec la pollution? C'est possible. Le premier lien, c'est celui alors c'est pas de la pollution, c'est l'augmentation du CO2 atmosphérique. Quand je suis né, il y avait 300 parties pour million, 300 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Aujourd'hui, il y en a 400. Probablement que ça va augmenter. Et donc ça, le CO2, c'est la nourriture des plantes et des algues. Donc un des effets, c'est le premier. Le deuxième, c'est les blooms d'algues vertes sont liées à des engrais qui sont lessivés et qui donnent beaucoup d'azote et de phosphate, et ça permet à certaines espèces de se multiplier. C'est le cas aussi pour les blooms dans les lacs. Une des choses que nous on va regarder au laboratoire, c'est est-ce que ces algues ont des propriétés. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va leur apporter, on va mimer
trop d'azote, on va mimer trop de phosphate, on va leur apporter du CO2, on va leur apporter différentes conditions lumineuses. Tous ces travaux sont en cours, on a déjà des résultats et on va les publier dans les années qui viennent. Et voilà, ça c'est notre travail, d'essayer d'apporter des informations pour aider à répondre à votre question. Très bien, merci. Alors, merci pour cette présentation très intéressante. Avez-vous des pistes sur l'origine de leur présence dans cet écosystème? Alors oui, ces pistes viennent de nos collègues de Prague qui ont regardé Sanguina. Donc Sanguina, vous avez 2019, hein, ils ont vraiment donné un nom. Ils ont vu une chose, c'est que Sanguina, elle n'était pas cultivable. On ne sait pas la cultiver au laboratoire. Ça rappelle notre ami Aristote qui n'arrivait pas non plus à les cultiver. Donc pas cultivable. Et puis à l'intérieur, on regarde l'ADN. Donc c'est cette police scientifique. On regarde l'ADN et puis on va chercher de la neige rouge ici, dans les montagnes qui sont en Europe centrale, dans les Alpes ici. On va regarder au pôle Nord, on va regarder au pôle Sud. Et là, ils ont trouvé des sanguinas partout. Donc l'origine, vraisemblablement, au moment des grandes glaciations, il y a plusieurs milliers d'années, il y avait beaucoup de glace. C'était le contraire d'aujourd'hui. Il y avait une grande connectivité dans tous les milieux et il est possible qu'il y ait eu un écosystème qui a fondu, qui s'est concentré au niveau des pôles, qui s'est concentré au niveau des hautes montagnes et qu'on ait la même espèce qui ait cette distribution issue d'un historique qui fait que son écosystème s'est ratatiné à certains endroits. L'autre chose, c'est que les spores peuvent être propagés par le vent. Donc, on peut aussi penser qu'il y a une connectivité aujourd'hui encore et que certaines algues ici sont transportées par le vent pour aller ailleurs. Et comme elles trouvent les conditions qui sont favorables à leur croissance, à leur développement, eh bien, ces écosystèmes dialoguent. Je n'ai pas encore la réponse à ça parce qu'il faut que nous fassions beaucoup de séquençage. Et ça, c'est aussi une des missions qu'on se donne. C'est d'essayer d'avoir beaucoup d'informations sur l'ADN parce que l'ADN va nous aider à faire les généalogies de tout ce monde et essayer de comprendre si ce sont plutôt des écosystèmes qui étaient très larges au moment des glaciations, au moment de l'âge de glace, et qui se sont isolés et spécialisés peut-être à certains endroits. On va peut-être voir des signatures d'isolement, ou alors s'il y a encore un dialogue des flux qui vont se traduire par des flux de gènes, des flux d'ADN entre le pôle Nord, les Alpes, l'Everest, le pôle Sud. Très bien, merci beaucoup. Alors, au bout de combien de temps, après une chute de neige fraîche, ces algues apparaissent-elles? Alors, cette question, elle est liée aussi au fait qu'on ne connaît pas bien la neige rouge. On va faire du sport d'hiver quand il y a beaucoup de neige blanche. Donc, on le pratique. Ensuite, on fait autre chose. Et puis après, on retourne, on met des chaussures de randonnée et on va se promener en montagne quand il fait très, très beau en été. Et puis, entre les deux, il y a la période où il y a des névés, c'est boueux, le temps n'est pas encore forcément très chaud et il n'y a plus assez de neige pour skier. Donc, la pratique de montagne, elle a une petite baisse, ce qui fait que ceux qui pratiquent la montagne disent « mais moi, j'en ai jamais vu des neiges rouges ». Ben, ils n'en ont jamais vu parce qu'ils sont pas allés à l'intersaison. Aristote disait les vieilles neiges. Il faut aller les voir, les vieilles neiges. Donc, les vieilles neiges, c'est les neiges de fin de printemps. Et donc ça, des collègues comme Jean-Gabriel Vallée ou tous les collègues du Jardin Alpin, alors eux, ils connaissent par cœur parce que eux, ils y sont. Et ils voient ça, ils disent là, il va y avoir la vieille neige, elle va être là. Et puis cette année, le temps est comme ci, le temps est comme ça. Donc ça va plutôt être en juin, plutôt être en juillet. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller en effet pratiquer la montagne à ces moments-là, avec une curiosité nouvelle. Tant pis pour le temps, tant pis pour la boue. Allez voir la neige rouge. Marchez pas trop dessus, c'est un écosystème, respectez-le. Voilà, vous pouvez, mais allez exprimer votre curiosité et allez vous émerveiller sur cet écosystème. J'adore parce que moi aussi, j'aime beaucoup cette neige rouge, je la connais bien. Alors, quelle est la place de ces algues dans les écosystèmes de montagne, dans la chaîne alimentaire, par exemple? Alors, toujours une question qui reste ouverte. Hein. Vous avez bien compris, ces questions, elles sont au cœur des questionnements qu'on va avoir dans le projet Alpalga. On ne dispose pas d'un passé très très grand sur cet écosystème puisqu'il a été ignoré,
pas considéré, pas mis prioritaire. Alors, la base des écosystèmes. Tout notre carbone vient de la photosynthèse. Tout notre carbone, tout ce qui fait notre matière était gaz, était CO2. Je vous ai dit tout à l'heure des parties pour million, 300, 400 parties pour million. C'est pas des pourcentages, c'est pas des pour 1000, c'est des pour millions. Dans cette pièce, on a très très peu du CO2. Les plantes, les algues, c'est les seules qui l'attrapent, essayez d'attraper du CO2, qui l'attrapent et qui en font du sucre. Première molécule du vivant, du glucose. Et puis ensuite, tout le reste du monde vivant mange ça. Et donc, il y a ce qu'on appelle une pyramide alimentaire, où voilà, c'est la base des écosystèmes, ce sont les plantes et les algues. Donc là, on a un écosystème. Alors, il y a un groupe russe qui a regardé avec l'ADN ce qui se passait dans de la neige au cours du temps, et ils ont vu des indices que d'abord il y a les algues, parce qu'elles ont besoin de soleil, d'un peu de nutriments et de CO2, de gaz. Donc, les algues, c'est toujours ce qui vient en premier. C'est ce qu'on appelle des organismes pionniers. Quand les glaciers se reculent, on pense que les algues, ça va être ceux qui vont coloniser d'abord. Et puis après arrivent ceux qui mangent. Alors, ça peut être des bactéries. Les bactéries, ça mange. Vous avez déjà vu, hein, vous laissez quelque chose traîner, ça pourrit. Mais en fait, c'est mangé par des bactéries qui font cette odeur. Ensuite, il y a les champignons. Donc, il y a des néosporas, il y a des champignons qui se développent. Et puis ensuite, une petite faune. Donc, on pense qu'il peut y avoir une petite faune qui vient manger ce qu'on appelle des brouteurs, même si c'est microscopique, les algues. Donc, des brouteurs qui viennent manger ces organismes-là. Eh bien, cette question-là, il faut maintenant qu'on la pose correctement. Quand je vous dis on a tout à faire, on a tout à explorer, là, je vous ai juste ouvert le tout début du livre. J'espère qu'on aura un des livres aussi épais que nos géants qui nous ont précédés à pouvoir vous montrer. Notre objectif, c'est vraiment d'aller mettre en évidence toutes ces choses-là. Et on a une très très bonne équipe à bord du navire pour le faire. Excellent. Je crois qu'on arrive à la fin de notre Midi Minatek, mais il y a énormément de questions, je crois. Et donc, je pense que... Ah, tiens, il y a encore une question que l'équipe des Midi Minatek vous propose. Eric, comme tu le sais, Kylian Jornet est actuellement sur l'Everest. Comme vous essayez de cartographier les algues rouges en fonction d'altitude, lui as-tu demandé d'en rapporter? Alors, merci Michel pour cette question. Je t'ai reconnu. En effet, Kylian est parti au Népal hier, donc ça vous avez pu le suivre. La semaine dernière, si le Midi Minatek avait pu avoir lieu, il serait parmi les auditeurs et il répondrait. Probablement. Donc non, je vais pas poser la question parce que voilà, je n'y ai pas pensé. Parce que je pense qu'il a un projet, une course particulière à faire. Et mais je pense que je vais l'embêter avec ça dans les années futures, car en effet, on a besoin d'échantillons. Alors là, on parle de Kylian Jornet, mais on a dans l'ambition, pas tout de suite, parce qu'il faut que vraiment on mette on structure ça correctement, mais de faire appel à tout le monde, à faire ce qu'on appelle de la science participative. Comme vous avez vu, cette neige, cet océan, il est à explorer partout. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un aille sur le mont Parnasse, que quelqu'un aille sur le mont Olympe, que quelqu'un aille sur le Brévent, que quelqu'un nous rapporte les souches historiques qui ont été observées par Aristote, qui ont été observées par de Saussure. Mais aussi, si on veut faire ce qu'on appelle de la biogéographie, il nous faut un certain nombre d'échantillons. Les collègues des refuges sentinelles des écrins nous ont déjà rapporté des échantillons que l'on a conservés précieusement pour pouvoir les analyser. Très bien. Eh bien, je te remercie à nouveau, Eric, pour cette présentation. Merci infiniment. Et je vais te demander de me laisser la place sur la scène parce que je vais conclure. Merci beaucoup, Eric. Et je suis sûre que tout le monde s'associe à moi pour te remercier. Et donc, je voulais dire qu'il y avait
énormément de questions qui étaient posées et que nous allions les transmettre à Eric, qui va avoir du travail pour un certain temps pour vous répondre. Et je suis sûre qu'il il le fera, il acquiesce. Oui. Et donc, je vous donne rendez-vous au prochain Midi Minatech qui sera sur presque le même sujet, mais dans un l'océan marin que vous connaissez et pas la neige. Et donc, toujours sur les microalgues. Et donc, à la semaine prochaine et à bientôt. Merci de votre participation.